En République démocratique du Congo, plus de 50% de violations des droits humains en août, selon l'ONU. Côte d'Ivoire enquête sur les accusations de viol contre Kouadio Kona Bertin Mali Shogel Maïga, accueilli en héros à son retour de New York, et on termine comme d'usage par le Togo. Les ministres invités à se préparer pour déclarer leurs biens. Nos invités sont là. Kosiga Nkoité, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour, vous allez bien? Bien, bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV et bonjour à mes confrères de panel. Allez, les confrères sont là. Francisco Napokura, journaliste et directeur de publication de Tampa Express. Oui, bonjour Michel, bonjour à Kosiga et à votre ami. À mon ami Chris Ega, bonjour, l'ami de Francisco. Bien entendu, ça me fait plaisir de le revoir. Ouais. Et bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs, et surtout à ceux qui nous suivent de l'étranger. Donc on commence par la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont enregistré en août une augmentation de 50% par rapport à juillet des violations des droits de l'homme dans l'est du pays, imputable au groupe rebelle, mais aussi à l'armée. En août, 293 civils tués. Francisco Napokura. Oui, le cas de la RDC en termes de violation des droits de l'homme et de groupes armés est très, très épidémique. C'est un problème qui dure depuis, je peux dire, qui s'est accentué depuis la rébellion de Kabila père. Et finalement, le territoire tel que c'est vaste, avec tout le désordre économique que ça possède, ça a attiré pratiquement beaucoup de monde. Donc, il y a les groupes rebelles qui sont venus de partout, qui ne repartent pas. Et il y a l'armée régulière également qui s'est transformée ici et là en milice, parce que les patrons des forces armées en RDC sont devenus de chefs de rôle de zones très puissants et qui vivent de la raquette, de l'exploitation du sous-sol et autres. Donc aujourd'hui, la RDC, quand bien même que elle regorge la plus forte contingente choses étrangères, mais elle demeure toujours, disons, un pays exposé à ces violences. Et ça continue, ça se perpétue, et on ne sait jusqu'à quand, parce que même la dernière fois, le président Kabila, le président Tshisekedi a eu même à lancer les états d'urgence dans des zones comme à l'Est, en essayant même de changer certains responsables militaires, même des préfets, c'est-à-dire que des militaires ont été nommés comme préfets-gouverneurs, mais jusqu'ici, rien ne change. Alors, Francisco Napokura parle de ces groupes rebelles, Chris Ega, mais les agents de l'État sont les principaux responsables, selon certains analystes. Voilà, je crois que c'est surtout dans cette direction que je voudrais aborder le sujet, parce que s'il est question aujourd'hui, s'il est question des droits de l'homme, je crois que c'est plutôt les milieux officiels qui sont pointés de doigt, parce que ce qui se passe dans les régions agitées, de l'Ouganda, de la Burundi et du Rwanda, je crois que c'est une vieille situation qui continue. Mais si on parle aujourd'hui de l'aggravation de la situation des droits de l'homme en RDC, je crois que c'est surtout le régime Tshisekedi qu'on est en train de pointer du doigt. Et je voudrais, dans ce sens-là, voir un peu les forces
qui sont en présence et qui agissent de façon, qui sont des forces centrifuges, c'est-à-dire qui sont des forces de dispersion, c'est-à-dire des forces qui ont tendance à provoquer l'éclatement du régime Kabila, du régime Tshisekedi, du moins, à l'affaiblir. Et c'est l'une de ces forces a été désignée, a été citée par mon cher Nakupura, c'est-à-dire ces groupes armés là qui sont dans ces régions au niveau de l'Ouganda, sur la frontière de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda. C'est-à-dire ces groupes-là constituent déjà une préoccupation pour le régime. C'est-à-dire, je voudrais parler de ces forces-là qui constituent la préoccupation du régime et qui font en sorte que le pouvoir se raidit. C'est parce que le pouvoir se raidit aujourd'hui que nous constatons justement la violation, je ne dirais pas massive, mais une violation préoccupante des droits de l'homme. Déjà, il y a cette préoccupation-là liée à l'état d'insécurité. Il y a aussi une préoccupation pour le régime qui vient de la contestation que lui oppose une partie de la société civile. Je voudrais parler notamment de ce groupe... Filimbi, la société civile, la Lucha. Voilà, je voudrais parler de ce groupe-là qui souvent invite les gens à des contestations, ce qui constitue déjà une préoccupation pour le régime Kabila. C'est une force aussi de dispersion. Ce groupe-là, cette partie de la société civile, il y a aussi le Fayoulou avec son Martin groupe Fayoulou, qui font aussi la contestation, notamment dans la rue, contre ce régime. Et puis, il dit qu'il est le vainqueur des élections passées. Et il est inconsolable, il est resté inconsolable jusqu'ici. Et nous ne pouvons pas citer ces forces de dispersion-là sans parler, par exemple, des partenaires, des nouveaux partenaires de Tshisekedi qui récemment a conclu des pactes avec des élus du parti de Kabila. Et puis, ça aussi, c'est un groupe hétéroclite. Vous voulez parler des sénateurs. Des sénateurs et puis même des députés. C'est un groupe hétéroclite qui lui assure aujourd'hui une tranquillité au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. Mais il y a aussi un prix à payer par là. Donc, alors que tout cela se fait dans une perspective de l'organisation des élections, vous comprenez que dans ces conditions-là, pour pouvoir contenir tous ces groupes-là, il faut que ce soit un pouvoir central fort. J'explique ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pouvoir, le pouvoir Tshisekedi, se raidit et va à la violation massive des droits de l'homme. Alors, Kosiga Akwete, quand on parle de responsabilité, on dit 55% des responsabilités pour les agents de l'État, 45% des responsabilités sont pour les groupes rebelles. En tout cas, les deux amis ont déjà parlé des rebelles et des agents de l'État. Comment vous pouvez comprendre cette situation? Le premier aspect a été beaucoup plus élucidé par Francisco et le patron. Donc, moi, je voudrais attirer notre attention sur un aspect. Tous ceux qui se disent démocrates, quand ils prennent le pouvoir, ils ne cherchent pas à tricher un peu sur celui qui est taxé de dictateur. Je dis, quand Mobutu avait dirigé le Zaïre, il était le seul maître à bord. Et il n'y avait pas assez d'insécurité dans le temps. Pourquoi il ne cherche pas à comprendre les mécanismes qu'il avait mis en place pour pouvoir en arriver là? Et sur le plan sécuritaire, vous voulez dire? Sur le plan sécuritaire, parce que quoi? Aujourd'hui, ces zones de l'Ituri et autres sont prises d'assaut par des groupes de bandits qui sont financés par des gens qui viennent exploiter les minerais dans ce coin-là. Et c'est ça qui blesse le bas. C'est-à-dire que les autorités compétentes sont là, mais on veut les empêcher de contrôler les richesses minières de ces régions-là. C'est ce qui fait que eux aussi, ils agissent violemment pour peut-être empêcher qu'il y ait toujours cette exploitation massive des minerais de la RDC qui n'est régie par aucune loi de la République et dont ristourne n'est pas aussi donné, n'est pas donné à l'État central. Donc je dis aujourd'hui, il est important que le président Tshisekedi cherche à comprendre comment Mobutu avait organisé la sécurité et la défense du Zaïre dans le temps pour pouvoir
réduire un peu. Sur le plan Voilà, sécuritaire. maintenant, ceux qui crient aujourd'hui, que Tshisekedi aussi ne tombe pas dans ce piège. Il y a aussi un piège moi j'appelle ça business des droits de l'homme. Peut-être que les mêmes qui exploitent les gisements, qui financent les groupes rebelles, peuvent aussi agiter les institutions des droits de l'homme pour qu'on crie sur Tshisekedi, afin que ces forces puissent laisser du lest. Alors, c'est aussi ça la réalité. il a planté la transition, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est ce bureau qui a fait le travail. Concrètement, qu'est-ce que les Nations Unies font en République démocratique du Congo? Je viens de dire que le plus lourd contingent est budgétivore d'Afrique, qui a aussi longtemps duré, c'est en RDC. Il y a toutes les forces là-bas. Et il y a pratiquement toutes les nationalités. Le territoire même, étant donné le désordre que cela regorge, le sous-sol regorge, mais les Américains, les Chinois, les Sud-Africains, et sans parler de l'Ouganda, comment vous l'appelez, et à côté, il y a même les Russes aussi. Il y a les Russes, et à côté même le Rwanda. Tous ces pays voisins se sont construits à partir du sous-sol de la RDC. Donc, quand on dit représentativité au niveau des Nations Unies, je crois avec toutes ces forces étrangères, c'est les Nations Unies, disons, qui dirigent en quelque sorte la RDC. Parce que le pouvoir central n'a pas, en tant que tel, la même mise sur des zones. Vous imaginez qu'il y a des zones où, c'est-à-dire que si c'est forcément par avion qu'on peut arriver, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Voilà, entre certaines régions. Et la forêt... C'est un pays continent. Voilà, c'est un territoire on ne peut plus vaste. Voilà. Donc, c'est les Nations Unies qui savent ce qu'elles cherchent là-bas. Parce que tout le monde vient en tirer profit. Il y a de l'or, les gens viennent en prendre. Il y a du coton, tout le monde en veut aujourd'hui pour les portables. Il y a toutes les richesses possibles. Il y a toutes les richesses possibles en RDC. Je me souviens quand on était élève, je crois, en classe de 3e, nos enseignants de géographie nous disaient que juste la RDC pouvait fournir l'électricité à toute l'Afrique à partir de ces grands fleuves. Et même la première bombe atomique, l'uranium aurait quitté la RDC, n'est-ce pas? Donc pourquoi aujourd'hui cette RDC-là est restée instable, surtout depuis le départ de Mobutu. Il a parlé de tricher Mobutu. Non, au moment de Mobutu, il n'y avait pas autant de convoitises. C'est lorsque Kabila père est venu avec tous ces rebelles, donc beaucoup n'ont plus senti le besoin de repartir. Donc se sont installés dans des zones. Et lui aussi, à l'époque, pour contrôler les zones, était obligé d'installer des chefs, et jusqu'à ce que certains sont rentrés dans l'armée. D'accord? Et comme ils sont restés dans la zone pendant des années, ils ne portent pas de tenue, mais ils augmentent des grades. On se demande s'il y a même, comment on appelle-t-on, un guichet où on connaît, c'est-à-dire que tous ceux qui sont militaires ou forces de l'ordre de la RDC, même la fonction publique, je ne pense pas à ce jour que ce soit fait. Vous voyez. Alors, Chris Ega, 94% de ces violations sont relevées au Nord Kivu et en Ituri. Oui, ce sont les régions agitées, justement, parce que là, l'État, il y a une défaillance de l'État à ce niveau-là. Je crois que nous l'avions dit ici, c'est un coin du territoire où l'autorité de l'État est complètement absente. Or, nous avions dit que c'est la peur, le respect des institutions commence par le respect du gendarme. Là où vous n'avez pas des forces de coercition, des forces qui puissent obliger les gens à respecter le droit, à respecter l'ordre, il va de soi que chacun agit comme il le veut. Et dans ces régions-là, vous savez, les gens n'aiment pas violer les droits de l'homme en ayant des témoins à côté. D'où vous allez comprendre que les gens parfois prennent des armes pour aller tuer les paysans, pour les faire fuir. C'est exactement ce qui se passe un peu au Mali aussi, parce qu'on ne veut pas avoir de témoins, donc on veut éloigner les gens, éloigner surtout les gens de ce business-là,
qui consiste à exploiter les richesses du sous-sol. C'est pour cela que l'utilisation de la gâchette est chose courante là-bas. Maintenant, en ce qui concerne la présence de l'ONU qui est toujours inefficace, je crois que nous en avions parlé entre-temps. Il s'agit d'une question, de mandat, parce que quel est le type de mandat que cette force-là de maintien d'ordre dispose dans ce milieu? Les forces-là ne sont pas offensives, elles sont plutôt défensives, c'est-à-dire plutôt réactives. C'est seulement à la suite d'un forfait qu'elles peuvent intervenir. Or, quand le forfait est fait en leur absence, après, elles ne viennent que constater les dégâts. C'est ce qui se passe là. Et il faut maintenant qu'on réoriente ou bien qu'on définisse autrement le mandat. Est-ce que ça doit être un mandat offensif, c'est-à-dire un mandat qui permette aux militaires d'agir surtout, de porter la guerre directement dans le camp de ces rebelles. Je crois que la définition, la réorientation du mandat s'impose. Allez, on va marquer la petite pause et on revient après pour la suite.